Le temps des sucres, c'est tellement typique du Québec. On dit que ce sont les Autochtones qui auraient montré aux colons européens comment faire le sirop d'érable. Mais ce sont les Européens qui auraient peut-être montré aux Autochtones comment faire du sucre. En tout cas, l'histoire est loin d'être claire comme de l'eau d'érable. Aujourd'hui, je vous parle de l'origine encore incertaine du sucre, de la tire et du sirop d'érable. Il y a un débat qui fait rage chez les historiens. Qui a réellement inventé le sirop d'érable? La réponse se trouve probablement dans les récits de voyage des premiers explorateurs français. Au printemps 1607, Marc Lescarbot, un ami de Samuel de Champlain, voit les Micmacs recueillir l'eau d'érable près de la colonie de Port-Royal en Acadie. Un des plus vieux récits qui nous parle de sucre et de sirop d'érable nous vient du père écolais Chrétien Leclerc. En 1676, il écrit « Ce qui m'a paru remarquable avec l'eau d'érable, c'est que si je le fais bouillir et on le réduit au tiers, on obtient un véritable sirop qui se durcit comme le sucre et prend une couleur rougeâtre. » Chrétien Leclerc demeure alors chez les Micmacs en Gaspésie, soit plus de 100 ans après les premiers contacts avec les Européens. Se pourrait-il que les Micmacs aient appris des Européens comment faire le sirop d'érable? C'est loin d'être certain. Plusieurs indices semblent confirmer que des nations autochtones comme les Huron-Wendat, les Abénaquis et les Haudenosaunee connaissaient déjà le secret de l'érable. Mais comment pouvaient-ils faire du sirop d'érable sans chaudron de métal? On sait qu'il est possible de faire bouillir de l'eau d'érable en utilisant notamment un contenant d'écorce de bouleau ou de poterie. Ce sont les Européens qui amènent l'utilisation des chaudrons en métal. Ces marmites sont étanches et résistent très bien à la chaleur du feu. Par la suite, le sirop d'érable est fabriqué de la même manière pendant 2 siècles. Quand on a commencé ça, on faisait ça à bras. On perce un arbre, on récolte l'eau d'érable dans des seaux et on la fait bouillir dans des chaudrons au-dessus du feu. Mais le sirop n'est pas le produit de l'érable le plus intéressant à l'époque. L'intérêt est de faire des pains de sucre qui coûtent beaucoup moins cher que le sucre de canne importé des Antilles. Même que, quelques mois avant la rébellion des Patriotes, Louis-Joseph Papineau appelle à consommer du sucre du pays, c'est-à-dire du sucre d'érable. Le but, nuire aux Britanniques qui contrôlaient le commerce du sucre des Antilles. Ça prenait la tête à Papineau pour penser à ça. Donc, qui doit-on remercier pour l'invention du sucre et du sirop d'érable? Ce qui semble probable, c'est que le processus pour créer l'aliment le plus typique du Québec s'est transformé lentement au fil des collaborations entre les Canadiens et les Autochtones et les Américains. Le sirop d'érable, tel qu'on le connaît aujourd'hui, doit beaucoup aux technologies américaines. Les réservoirs à fond plat et le fameux évaporateur développé aux États-Unis font leur entrée au milieu des années 1800 et permettent de transformer une pratique artisanale en entreprise commerciale. Mais qu'en est-il de la tire d'érable? On ne sait pas exactement quand ni comment est apparue cette pratique traditionnelle. C'est un des grands mystères de l'histoire des produits de l'érable. Cet héritage a fait du Québec le plus grand producteur de sirop d'érable au monde. Le sirop d'érable fait partie de son identité, mais on sait peu de choses sur le développement des techniques de récolte et sur les échanges qui ont pu se produire. Ce serait bien que les archéologues et les historiens s'y penchent plus sérieusement.